Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'économie, de macroéconomie, c'est-à-dire que je vais regarder les gros agrégats, le PIB, l'endettement, la consommation, l'inflation, etc. Vous savez que ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de partir de la macroéconomie et de deviner ce que va faire le marché, les marchés financiers. C'est pour ça que je suis beaucoup plus micro d'habitude. Je m'intéresse principalement aux entreprises. Je cherche des belles boîtes, je cherche des bonnes entreprises et de temps en temps, je regarde la valorisation globale du marché. Mais je trouve ça toujours intéressant de comprendre le monde dans lequel on vit parce que pour moi, investir sur les marchés, ça reste avant tout une vision du monde économique, mais pas seulement. Donc, on a besoin d'avoir un avis malgré tout, mais qu'il soit juste ou faux, on a besoin d'avoir un avis sur ce qui se passe dans le monde, sur les États-Unis, l'Europe, la Chine, sur la démographie, sur l'inflation, etc. On a besoin malgré tout d'avoir un avis là-dessus, même si c'est pas du tout mon critère principal. Donc je vais partir du document de JP Morgan qui est le plus complet là-dessus, qui est divisé en plusieurs parties: l'économie mondiale, ensuite les actions, les obligations, et puis après matières premières, ESG, etc. Je ne vais prendre aujourd'hui que la partie économie mondiale. Donc je vais regarder une quarantaine de graphiques à peu près. Alors je ne vais pas étudier en détail les 40 graphiques. Pour moi, c'est relativement simple. Je regarde si on est sur des valeurs extrêmes, si on se dirige vers des valeurs extrêmes, si on revient de valeurs extrêmes. À partir du moment où on est dans une moyenne et qu'il n'y a pas de tendance spécifique, je ne vois pas pourquoi je passerais trop de temps à étudier, je vous le disais, que ce soit l'endettement, la consommation, l'inflation, etc. Mais si on se dirige vers des territoires un peu inconnus, un peu rares, ou si on revient de ces territoires-là, alors là, je trouve intéressant de s'y pencher. Donc, ne soyez pas surpris si vous me voyez passer un peu plus de temps sur certains graphiques et puis passer des slides complets très rapidement. Alors on va commencer par la croissance mondiale. Ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est le classement global, c'est-à-dire la Chine a une croissance mondiale si les chiffres sont justes, mais bon, l'échelle est à peu près juste, même s'ils ont l'habitude de tricher un peu sur leurs chiffres. Donc la Chine est loin devant en termes absolus, si vous voulez, loin devant les États-Unis, qui sont loin devant le Japon, la zone euro, le Royaume-Uni, etc. Mais on est vraiment sur un trend descendant en Chine. On voit que la croissance ralentit. Même chose aux États-Unis, la croissance ralentit. Alors qu'en zone euro, c'est l'inverse. La zone euro, on est plutôt sur une relance de la croissance. Mais attention, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. Donc la zone euro ou le Royaume-Uni part de croissance quasi zéro en 2023, très proche de zéro, en tout cas moins de 1%. Alors que les États-Unis sont plutôt sur un ralentissement et la Chine plutôt sur un ralentissement. Alors bien sûr, en voyant ça, vous allez peut-être vous dire mais c'est la Chine où il faut aller. J'en vois beaucoup qui vont sur des ETF Chine ou qui vont sur des ETF Inde. Et dans la fin de cette vidéo, on va parler un peu marché émergent, on va parler un peu Chine, un peu Inde, et je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Mais je comprends que instinctivement, en voyant ça, on se dit mais la croissance est en Chine, il faut y aller. C'est pas du tout mon point de vue. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Ensuite, indice des directeurs d'achat. À chaque fois, ne soyez pas surpris, quand on est comme ça sur des niveaux qui sont classiques, etc. Pour moi, je ne regarde même pas ces graphiques, je les regarde une seconde et puis c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est quand on est sur des niveaux extrêmes, sur des points comme ça un petit peu extrêmes. Là, je peux me dire, me poser des questions et me dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Mais bon, si c'est pas le cas, je fais rien de spécial. Voilà, directeur d'achat, je passe, j'ai rien de spécial à dire. L'inflation mondiale, on voit pas très bien sur ce type de tableau, j'aime pas trop. Là, je suis plus, je préfère les graphiques. Donc, on voit à gauche la progression des salaires. La progression des salaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a différents types de flexibilité des salaires. Évidemment, les États-Unis, ils sont hyper flexibles, donc ils réagissent très très vite. Donc, on voit que dès qu'il y a dès qu'il y a une manque de main-d'œuvre comme post-Covid, dès qu'il y a de l'inflation, etc., les États-Unis réagissent tout de suite. Et dès que l'inflation baisse, pareil, les salaires rebaissent directement. Alors qu'en zone euro, on a un gros délai. En fait, c'est très compliqué de négocier les salaires, c'est lent, etc. Il y a même des salaires qui peuvent être indexés sur l'inflation, etc. Donc, ça met beaucoup de temps pour réagir. Donc, on voit que le Royaume-Uni et la zone euro sont encore en pic en termes de salaire, alors que les États-Unis ont passé ce pic il y a déjà, on va dire, 18 mois. Donc pour moi, ça ne veut pas du tout dire que l'inflation va se maintenir dans la zone euro. Ça veut plutôt dire que les salaires sont à regarder avec un délai de 12, 18 mois, 24 mois par rapport à l'inflation. Donc c'est plutôt un rattrapage, si vous voulez, inflationniste qu'une poursuite potentielle de l'inflation. Après, ce qui est marrant, c'est de voir que l'inflation des services n'est pas du tout revenue au niveau pré-Covid, alors que
pour la partie plutôt manufacture, industrie, etc., on est revenu à des niveaux pas loin, en tout cas des niveaux pré-Covid. Là, on voit bien que notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, on reste sur une inflation qui est élevée en termes de services, ce qui ne m'étonne pas tant que ça, parce que, et c'est aussi pour ça que j'aime bien investir dans des services, parce que les marges sont plus élevées, ils ont un pricing power plus important, donc ils peuvent imposer plus d'augmentation de prix. Bien, maintenant les politiques monétaires mondiales, pour moi il n'y a pas, voilà, on a les anticipations, on voit que le marché anticipe des baisses de taux, effectivement, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Pas grand chose à dire là-dessus, je suis très mauvais pour prédire ça et je ne l'utilise pas, et j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. La plupart des intervenants sont très mauvais pour prédire ça. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le bilan des grandes banques centrales. On voit que ça continue à décroître, mais à nouveau, que faire de ça ? Pas grand-chose. Très difficile de déterminer le calendrier des banques centrales. Politique fiscale, rien à dire de spécial, à part que, évidemment, les dettes publiques mondiales, quelle que soit la zone, mais notamment aux États-Unis, ont prévu de s'envoler, et puis on reste sur des niveaux extrêmement élevés. Donc, même s'il y a une réduction par rapport aux années précédentes, on voit que ça va repartir de plus belle. Bilan mondiaux des consommateurs. Alors ça, c'est deux graphiques qui m'intéressent. Le premier, à gauche, c'est l'excédent d'épargne cumulé. C'est en pourcentage du PIB par rapport au taux d'épargne antérieur à la pandémie. On sait que depuis le Covid, il y a beaucoup de consommateurs qui ont baissé un petit peu leur consommation et qui ont épargné plus. Donc on est sur des taux d'épargne qui sont très élevés. On parle de pourcentage du PIB. Donc on voit qu'aux États-Unis, on est monté à 10% du PIB. On voit qu'au Royaume-Uni, ça ne s'arrête pas. On est à plus de 14%. Donc voilà, gros stress, grosse période de doute au Royaume-Uni. Et en zone euro, alors ce qui est marrant, c'est que les États-Unis, ils se sont remis à consommer, on va dire, ils se sont remis ils se sont déstressés, ils se sont remis à consommer, mais on a toujours une épargne qui est plus forte que pré-Covid, alors qu'en zone euro et au Royaume-Uni, on a toujours une épargne qui est très forte. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ça comme quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce que cette épargne, soit elle va sur les marchés financiers et elle pousse notamment les actions vers le haut. Alors, il ne faut pas que ça aille sur des niveaux de bulles, mais en tout cas, ça fait un flux de cash qui arrive. Ou bien, ce sera le jour où ça va s'arrêter, ce sera dépensé, ça va rebooster un peu la consommation mondiale, et notamment zone euro et Royaume-Uni. Donc on arrive encore à avoir de la croissance, alors qu'on voit que les consommateurs ont vraiment décidé de continuer à épargner, notamment donc Royaume-Uni, Europe. Aux États-Unis, on comprend pourquoi les États-Unis s'en sortent mieux. Le consommateur américain, comme toujours, c'est le premier à repartir dans les magasins. Ensuite, un graphique qui est intéressant aussi, c'est l'endettement des ménages en pourcentage du PIB. Bien sûr, le pic de l'endettement des ménages, c'était en 2008-2009, énorme crise du crédit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que jusqu'aux périodes Covid, en fait, on était vraiment sur une baisse dans tous les pays du monde, sauf, et ça c'est intéressant, sauf en France. En France, on était relativement peu endetté en termes de ménage, n'oubliez pas, on était relativement peu endetté en 2008, mais on a continué, et donc on voit, il y a vraiment un outlier, comme on dit, il y a vraiment une exception là-dedans, c'est la France. Tous les autres pays, France, Espagne, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, baissent en termes d'endettement des ménages depuis 2008, alors que la France, j'ai l'impression, a découvert la dette de ménage, les ménages ont découvert qu'ils pouvaient s'endetter. Mais on voit, et ça c'est la bonne nouvelle, qu'il y a eu une petite augmentation de l'endettement des ménages post-Covid, mais que c'est en train de diminuer, et que dans quasiment tous les pays, on est à des niveaux qui sont inférieurs au niveau pré-Covid. Donc globalement, les ménages ne sont pas trop endettés, il n'y a rien d'alarmant sur ce graphique-là. Alors dollar américain, je vois rien qui m'intéresse spécialement. Démographie mondiale, alors vous savez, ça c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Alors ça saute un peu aux yeux quand on regarde ces quatre graphiques. Donc on a la répartition par âge, bon c'est pas trop ça qui m'intéresse, mais moi je regarde surtout la démographie globale. On a États-Unis, zone euro, Royaume-Uni, Chine. J'élimine un peu le Royaume-Uni, il le sépare tout le temps dans les graphiques JP Morgan parce qu'il y a une base de clientèle importante au Royaume-Uni, mais on voit que les États-Unis vont continuer à avoir une augmentation de la population, de la démographie. En zone euro, on est quasi au pic. Je ne sais plus exactement quand c'est, mais je crois que c'est en 2025-2026 que la population en zone euro va diminuer. Et la Chine, on voit qu'on a une baisse très très importante
très importante qui se profile à partir des années 2030. Et c'est une des choses qui fait, parmi d'autres, c'est une des choses qui fait que je ne suis pas très optimiste sur la Chine. Ensuite, si on passe donc au PIB, on voit que voilà, on est de retour sur des niveaux classiques de croissance aux États-Unis. Même chose sur les indices des directeurs d'achat, il n'y a rien de spécial. Je passe un petit peu les niveaux d'investissement, voilà, rien de spécial. Consommation américaine, pareil, rien de spécial. Je passe. Chômage et croissance des salaires, on a passé la période Covid, donc on est retourné sur des niveaux normaux. Pareil sur les démissions, le taux de démission, voilà, la fameuse démission générale aux États-Unis, on voit qu'on revient un petit peu là-dessus. L'inflation, on revient sur des niveaux normaux. Et là, on voit mieux ce que je vous disais tout à l'heure sur l'inflation des biens et des services aux États-Unis. On voit qu'on retourne d'une manière globale à une inflation standard, sauf que quand on regarde les services et puis les produits, là c'est quoi, non alimentaires et non énergétiques, on s'aperçoit qu'on attaque une déflation sur les produits, alors qu'on reste à des niveaux d'inflation importants. Pour moi, 5%, ça reste des niveaux d'inflation importants. Donc, la moyenne nous dit qu'on est de retour sur des niveaux normaux, mais en fait, il y a vraiment un écart qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qu'on n'a quasiment jamais vu depuis 30 ans, entre les services qui ont des prix qui continuent à progresser et puis les produits qui sont en déflation. Ensuite, politique de la Fed, là, rien à dire. Hein. Je n'ai aucune idée de quand les taux vont baisser aux États-Unis. Alors, au niveau de la politique fiscale américaine, il n'y a pas grand-chose à dire sur la composition du déficit. Ce qui est plus inquiétant, c'est la dette fédérale américaine qui est déjà sur des niveaux très élevés en pourcentage du PIB. On est revenu à des niveaux de Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est vraiment à des niveaux historiquement élevés. Les prévisions sont extrêmement négatives, que ce soit Biden qui passe ou Trump. Je crois que tout le monde pense que la dette fédérale va continuer à aller dans le rouge et à augmenter en termes de pourcentage du PIB. Bien, je continue. Sensibilité au taux d'intérêt. Le graphique de gauche, pas grand-chose. Si, c'est quand même intéressant de voir que la charge d'intérêt des particuliers, elle reste très faible. C'est ça qu'il faut garder en tête. On a l'impression parfois de vivre dans un monde qui est endetté à cause des États, mais dès qu'on regarde les ménages, ça va beaucoup mieux. Donc on voit que par rapport... en tout cas en termes de crédit hypothécaire, donc sur l'immobilier, on a des niveaux qui sont historiquement faibles par rapport aux 15-20 dernières années. Sur la partie totale hors hypothèque, effectivement, on a une remontée de la charge d'intérêt normale. Les taux d'intérêt sont plus élevés qu'avant. Et on voit que pendant la période Covid, il y a eu une baisse des défauts de paiement, ce qu'ils appellent des dettes en souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les stimulus checks, il y a eu tout ça aux États-Unis, mais ça revient, mais il n'y a rien d'inquiétant pour moi parce qu'on revient à des niveaux qui sont plus ou moins les niveaux pré-Covid. Donc oui, il y a des personnes qui n'arrivent plus à payer leurs dettes parmi les ménages, mais finalement, on n'est pas sur des niveaux aberrants non plus. Alors, sur l'activité et stock de logement aux États-Unis, donc la partie immobilière, on voit que les ventes de logements ont beaucoup baissé. L'activité immobilière s'est beaucoup ralentie, donc sans surprise, mais je me serais presque attendu à avoir quelque chose de bien pire que ça. Et quand on regarde le stock de logements aux États-Unis, là c'est vraiment ce qui me surprend, c'est qu'on est sur des niveaux de stock qui est bien plus faible. C'est-à-dire que les petites annonces, que ce soit du neuf ou de l'occasion, restent à un niveau faible. Donc j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers une crise immobilière due à la hausse des taux, comme on a eu en 2007-2008 aux États-Unis. On en est même très très loin. Donc il n'y a pas un énorme stock à vendre. Donc il n'y a pas de raison que les maisons soient bradées, etc. Donc pourquoi on est sur ces niveaux-là ? Je n'en ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. J'aurais tendance à penser que les acheteurs ont du mal à acheter. Donc on a des stocks qui augmentent, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça aussi que c'est toujours intéressant de regarder des graphiques même qui ne nous intéressent pas spécialement. Je n'aurais pas pensé à regarder ça si ce n'était pas proposé par JP Morgan. Mais j'ai l'impression que l'immobilier américain, de manière assez surprenante, va plutôt bien. Ensuite, politique intérieure américaine. Alors ça, c'est pour les futures élections. On est encore très très loin. Est-ce que Biden va tenir le coup jusqu'au bout ? Je ne suis pas sûr du tout. Il est quand même dans un état assez catastrophique. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il se maintienne pour cette future élection, mais bon, voilà, rien de spécial à dire, c'est un peu trop tôt, j'en reparlerai probablement beaucoup plus tard à la rentrée. Ensuite, normalisation du marché du travail, oui, voilà, normalisation. On passe maintenant à la zone euro. Donc PIB, il n'y a rien de spécial à dire, indice des directeurs d'achat, pareil. Là, c'est les indicateurs économiques avancés, voilà, rien à dire. Investissement, on est dans la
plus ou moins dans la moyenne historique. Durcissement du crédit, pareil, c'est plutôt la moyenne. Vente de détail. Alors passons maintenant au marché du travail de la zone euro. Là, on voit que cette fois-ci qu'il y a quelque chose d'intéressant. On voit qu'on est sur des taux de chômage historiquement faibles, mais vraiment très très faibles sur les 25 dernières années. Et forcément, c'est le double effet. On a un effet de très faible chômage plus inflation, ce qui fait qu'on a des salaires qui s'envolent. Comme je le disais, c'est plutôt dû à une faible flexibilité qui fait que les salaires ont mis du temps à s'adapter. Mais c'est qu'un rattrapage, parce qu'on voit ici, quand c'est la progression des salaires réels, donc réels ajustés de l'inflation, c'est purement un rattrapage, puisque les salaires réels ont baissé en zone euro. Ils ont baissé, pourquoi ? Parce qu'ils sont restés stables quand l'inflation a explosé, et finalement c'est juste un rattrapage pour que les salaires ne s'éloignent pas trop des prix et que le pouvoir d'achat ne baisse pas trop, mais au final, il faut pas, moi je m'en inquiète pas du tout d'un point de vue inflationniste, c'est purement un rattrapage avec retard. Ensuite, chômage de la zone euro, on voit bien à quel point on est sur des niveaux historiquement faibles, notamment en Allemagne. En Allemagne, c'est vraiment assez dingue. Même en France, évidemment. Italie, pareil. Et puis, il n'y a que l'Espagne qui reste, après un pic pendant les années 2012-2016, qui reste à un niveau relativement, entre guillemets, correct pour l'Espagne. Mais bon, la tendance baissière est toujours là. Inflation de la zone euro, normalisation. On n'est pas encore sur des niveaux en dessous de 2%, mais on n'en est pas loin. Et voilà, pareil, cette fois-ci, que ce soit l'inflation core ou bien l'inflation, quel que soit le type d'inflation, de la manière dont c'est mesuré, on n'est plus très loin maintenant de l'objectif de la Banque centrale, donc de 2%. Politique de la Banque centrale européenne, je ne vais pas commenter ça non plus. Contribution, là c'est le Royaume-Uni. Alors là, le Royaume-Uni, je vais complètement passer. Inflation des biens et des services, c'est la même chose qu'aux États-Unis. On voit que les services ont encore une inflation de 6%. Quand on commence à passer en déflation sur les biens industriels, hors énergie, voilà, c'est sur la politique. Le Japon maintenant, désolé pour ceux qui aiment le Japon, mais moi je passe. Ah voilà, la Chine, ça c'est plus intéressant. Confiance des ménages chinois. Là, c'est clairement quelque chose qui est extrêmement important et on voit le désastre qu'a fait le Covid et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu de remontée. Donc on est resté sur des niveaux qui n'ont jamais été vus dans les 25 dernières années et la Chine n'arrive pas à se sortir en termes de consommation du Covid. Et autre point qui pour moi est vraiment un gros problème pour la Chine, probablement l'un de ses problèmes principaux, c'est l'immobilier. Et on voit que l'immobilier est en baisse, l'augmentation de l'immobilier, parce qu'il y a eu quand même des petites bulles en Chine, on ne va pas se mentir. Depuis le Covid, c'est en baisse. Donc là, on a des baisses qui vont s'approcher de 5%, sachant que dans le patrimoine des ménages, on a presque les 2/3 qui sont en biens immobiliers. Le reste, c'est des espèces et des dépôts. Bien sûr, ils ont très peu d'actions, ils ont très peu de choses comme ça. Donc la richesse des Chinois, c'est l'immobilier. Et autant les Chinois arrivent toujours à exporter, on est toujours en train de leur acheter plus ou moins tous leurs trucs un peu pourris, ou moins pourris, mais quand même certains pas mal pourris, sauf que l'immobilier, ils ne peuvent pas l'exporter. Donc là, ça touche directement les Chinois et on le voit, les chiffres sont très mauvais. Ensuite, on passe au marché émergent au sens large. Donc ici, on a un graphique urbanisation, taux d'urbanisation par rapport au PIB par habitant. Moi, je ne sais pas quel est l'intérêt de mettre ces deux facteurs-là. Moi, ça me rend toujours fou de voir la Corée ou bien Hong Kong qui sont mis dans les pays émergents. Moi, je suis allé en Corée du Sud il y a 20 ans maintenant. Et déjà, à l'époque, c'était plus du tout un pays émergent. Ça me perturbe toujours. Pour le reste, évidemment, on a les deux gros marchés qui intéressent pas mal d'entre vous, puisque je vois de plus en plus d'ETF Inde dans les portefeuilles et bien sûr d'ETF chinois. Et c'est là où je voudrais vous faire part. Je ferai probablement une vidéo sur Zone Bourse là-dessus parce que c'est quand même un truc hyper important. Bien sûr, on peut se dire waouh, mais il y a un tel rattrapage qui doit être fait par l'Inde, autant en taux d'urbanisation qu'en PIB par habitant. Même chose en Chine, c'est vraiment le futur. Mais et souvenez-vous qu'au début de cette vidéo, je vous montrais le taux de croissance de la Chine qui évidemment explosait les États-Unis et les États-Unis qui explosaient l'Europe et qui pouvait vous faire penser que la Chine c'était intéressant. Mais moi j'ai toujours beaucoup de prudence avec ça. Pourquoi ? Regardez ici ce graphique, c'est la part du PIB réel mondial. D'accord ? Ce qui choque évidemment, c'est qu'il y a un pays qui commence à tout manger depuis les années 80, mais une accélération en 2000, c'est la Chine. Qui partait à moins de 5% du PIB et qui maintenant est à quelque chose comme 17-18% et qui mange des, entre guillemets, parts de marché à tout le monde, aux États-Unis, mais surtout à l'Europe et au Japon. Et il y a l'Inde aussi qui mange quelques parts de marché, mais la pente n'a rien à voir avec la Chine. Maintenant, on va s'imaginer que je vous donne
ce graphique. Alors, je ne sais pas quel âge vous aviez en 2000, il y en a certains d'entre vous qui étaient pas nés, mais imaginons que je vous donne ce graphique, on va faire un peu un truc type retour vers le futur, en 2000. Donc, vous êtes en 2000 et je vous donne ce graphique qui vient du futur et qui vous montre l'explosion de la Chine de 2000 à nos jours. Et puis la baisse des autres trucs. Vous avez un petit peu d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, mais moi je mets tout sur la Chine. Et dès que vous allez économiser, vous allez acheter des actions chinoises, de la bourse chinoise, etc. Ok, ça paraît logique de faire ça. Là, on voit que la Chine est en train de manger le monde. Mais quand on passe à l'investissement lui-même, ça voudrait dire que depuis 2000, alors j'ai pas commencé, là ça commence pas en 2000, le 2000 démarre ici. Mais donc ça veut dire qu'en 2000, vous auriez mis le paquet sur la Chine, et toutes ces années-là, vous vous serez dit, mais la Chine va exploser, la Chine va exploser, la Chine va exploser. Et quand on compare au MSCI Monde, alors je vais faire un démarrage au 1er janvier 2000, parce que là on voit pas très bien. Non seulement vous terminez à faire une performance qui est à peu près à la moitié de celle du MSCI Monde, on va dire à 70% par rapport à 150%, avec une volatilité complètement dingue. Alors, est-ce que vous auriez pu profiter de cette volatilité? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en plus, vous avez d'énormes problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des problèmes de change, vous avez des problèmes liés au fait que la Chine reste un gouvernement communiste, donc on sait très bien qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'ici, mais nationaliser les entreprises à n'importe quel moment, ça peut vous surprendre, mais dans ce laps de temps, on peut se dire oui, mais la Chine elle a quand même grimpé. Oui, mais n'oubliez pas que le PIB de la Chine, pendant ce même laps de temps, donc on va dire de 2000 à 2024, est passé de quoi 6% du PIB mondial à 17-18% du PIB mondial. Donc on voit bien que le PIB où la croissance du PIB n'a rien à voir avec la croissance boursière, puisque le MSCI Monde, il est investi où? Il est investi en très grande partie aux États-Unis et un petit peu moins en Europe. Donc on voit qu'un investissement sur États-Unis et Europe, malgré la part du PIB qui est en baisse, aurait totalement explosé un investissement en Chine. Donc c'est pour ça que je suis très méfiant dans l'investissement en Inde, encore plus pas plus qu'en Chine. Je préfère malgré tout l'Inde à la Chine, mais je suis très prudent dans les investissements dans les marchés émergents. Et ma thèse, c'est toujours qu'au fur et à mesure que les marchés émergents deviennent riches, ils se consomment beaucoup américains et un peu moins européens, mais notamment beaucoup américains. C'est pour ça que les marchés émergents soient des puissances d'avenir, et notamment en termes de consommation, je suis totalement d'accord. Est-ce que les pays localement vont consommer, est-ce que les Indiens vont consommer 100% indiens ou les Chinois 100% chinois? Là, je suis beaucoup moins sûr. Pour rester sur les marchés émergents, donc là, on parle taux d'intérêt, taux directeur. Bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Voilà, donc on arrive maintenant sur les valorisations mondiales. Ça veut dire qu'on a passé toute la présentation sur l'économie mondiale. Alors, on peut jeter un coup d'œil aux valorisations des marchés. On s'aperçoit qu'on est à quoi? On est à 19 à peu près de PER pour une moyenne de 16. Donc, on a des marchés qui sont légèrement surévalués, mais on n'est pas non plus à des niveaux extrêmes qui nécessiteraient de s'inquiéter. Mais n'empêche, on sait que ça fait de toute façon, c'est presque trop beau pour être vrai, ce qui se passe sur les bourses mondiales et notamment américaines. Donc, c'est peu surprenant qu'on soit sur des niveaux un petit peu survalorisés. Bien maintenant, pour faire un petit point rapide sur ce qu'on a vu sur toute la partie économie mondiale et ce que j'ai retenu. Alors, je m'étais noté 2-3 trucs. Parmi les points positifs, l'inflation ralentit et même se normalise. On est vraiment plus très loin maintenant des niveaux qui sont acceptables par les banques centrales et donc qui permettraient aux banques centrales de réduire leurs taux, donc probablement de rebooster un peu le marché action. Mais on l'a vu, quand on regarde un peu plus en détail cette inflation, on voit qu'il y a vraiment les services qui continuent, eux, à pousser en termes de prix, et puis la partie plus produits manufacturés, etc., et ce qu'ils appellent produits manufacturés hors énergie, qui arrive à un niveau d'inflation quasi zéro, voire même un peu de désinflation. Comme je suis pas mal investi dans les services, je pense comme beaucoup d'entre vous, et notamment la tech américaine, ça ne m'étonne pas. Je vois bien qu'ils arrivent encore à faire grimper un peu leur prix, à garder des marges qui sont très 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 confortables. Mais voilà, c'est bon à savoir que l'inflation ralentit et que normalement les banques centrales à un moment devraient quand même se mettre à baisser les taux un peu plus rapidement. Ce que j'ai trouvé encore positif, c'est l'excédent d'épargne. Comme je vous le disais, cet excédent d'épargne, à un moment il va se réduire. Donc il est parti bien sûr sur les marchés financiers en grande partie, mais pas que. Il est aussi purement sur des comptes dépôts, sur des comptes bancaires. Et j'ai espoir qu'à un moment il revienne dans l'économie
par le biais de la consommation et donc que ça aide un peu les entreprises. Et puis sur la partie immobilière, endettement, etc., on voit que les ménages, même s'ils ont du mal, notamment les ménages américains, à rembourser un petit peu plus leur crédit, on voit qu'on est sur des niveaux d'endettement qui sont relativement acceptables et que l'immobilier américain continue à bien se tenir pour le moment. Donc voilà, c'est assez surprenant, mais tout ça c'est positif. Du point de vue négatif, on a vu que les croissances ralentissent, ça c'est pas nouveau. On a vu les niveaux de dette mondiale, ça c'est plus inquiétant, c'est pas nouveau non plus, mais ça m'inquiète toujours. Mais à noter, on parle d'endettement des États ici et pas d'endettement des ménages. Les ménages c'est plutôt ok, mais les États c'est vraiment la catastrophe. Et puis point qui m'inquiète toujours, la démographie en Europe et encore plus en Chine. Et dernier point, l'immobilier en Chine. Donc pour moi, la Chine, c'est pour ça que je reste pas mal à l'écart, c'est qu'il y a beaucoup de points qui sont un peu négatif qui m'inquiète un peu et on me dit souvent oui mais il y a des PER de 12 en Chine, oui mais pour moi ces PER sont malgré tout justifiés parce qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et l'une de ces, donc on a l'immobilier, ça c'est plutôt du court terme, mais la démographie là c'est du long terme et ça va faire mal à toute la consommation intérieure chinoise et d'ailleurs ça va pas faire mal qu'aux Chinois, ça va faire mal aux groupes de luxe européens, etc. Et puis bien sûr le fait que la Chine reste un pays communiste, ça reste toujours quelque chose d'inquiétant. On a vu Jack Ma qui a disparu, etc. Surtout que quand on investit dans des actions chinoises, vous savez, on investit au travers de VIE, je sais pas si vous connaissez la structure, mais si vous investissez dans les actions chinoises, je vous conseille vraiment de regarder, ce qui fait que le gouvernement chinois peut couper le robinet des bénéfices distribués aux étrangers extrêmement facilement. Il suffit d'interdire ces structures-là. D'ailleurs, elles sont déjà interdites, mais le gouvernement chinois laisse faire pour le moment. Donc ça, c'est quelque chose qui me rend pas réellement serein. Donc c'est vrai qu'avec tout ça, moi, je me verrais mal investir régulièrement dans le MSCI Chine ou bien dans des entreprises chinoises. J'ai trop d'inconnus pour moi et j'ai des inconnus à court terme, on a vu avec l'immobilier, et des inconnus à long terme avec la démographie, donc voilà, c'est pas trop pour moi. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'économie, des choses positives, des choses négatives. On voit que l'économie est vraiment en train de se normaliser, on est sorti de cette période Covid, on est sorti de cette période inflation, donc normalisation. Donc moi ce que je retiens, c'est surtout que je ne vais pas vers les marchés émergents et notamment la Chine, et que les États-Unis n'ont pas la crise de crédit immobilière qu'on aurait pu craindre. Donc voilà, pas de gros changements pour moi de ce point de vue-là en termes de portefeuille. Mettez-moi évidemment en commentaire ce que vous pensez de l'économie mondiale et si vous avez fait des ajustements dans les prochains mois ou si vous comptez en faire dans les prochains mois. Voilà, merci à tous et à bientôt.